Salut à tous les amis, salut YouTube, salut à tous ceux qui sont actuellement top 4 de Ligue 1, c'est-à-dire nous les Gones. L'OL bat le LOSC de Bruno Genesio 1-0 au terme d'un match qui globalement d'un point de vue foot n'était pas un match très abouti, c'est vrai, mais l'OL est sérieux, mais l'OL est généreux, mais surtout l'OL a une mentalité qui est tellement irréprochable et l'OL prend des points, la 10e je crois victoire consécutive en Ligue 1. Ça donne un petit peu le ton du niveau mental de l'équipe, une équipe qui ne lâche jamais rien, qui donne tout sur le terrain, qui ne triche pas, une équipe qui, je pense, plaît à tout le monde. Moi, les Gones, c'est le préambule de la vidéo, je vous le dis franchement, c'est l'une des équipes qui, objectivement, me rend le plus fier, parce que c'est pas l'effectif le plus conséquent qu'on ait eu depuis 30 ans, 35 ans à l'OL, c'est sûr, mais des équipes comme ça, qui donnent tout, ne trichent pas, respectent à la lettre le plan de leur coach, sur le terrain se dépouillent pour espérer grappiller les 3 points qui font qu'on est très bien au classement, et en plus de ça, par-dessus tout, par-dessus le niveau foot qui est intéressant, une équipe de bons gars, des bons mecs. Moi je vois les images à la télé et au stade, à chaque fois je me dis mais purée, on a un vrai bon groupe de copains, quoi. C'est tellement plaisant quand t'es supporter de foot, quand tu aimes ton club et que tu vois ça à la télé ou au stade, tu te dis qu'en fait, on a réussi l'essentiel. Créer un club, créer un esprit d'équipe, c'est juste extraordinaire. Ça paraît bateau ce que je dis là, les amis, mais le foot, ça reste avant tout une aventure collective, une aventure de mecs qui veulent vivre ensemble durant 9 mois, 10 mois et qui vont tout faire pour atteindre des buts, des objectifs fixés en commun. C'est ça le foot. Et je trouve que à ce niveau-là, l'OL de Fonseca est plus que satisfaisant. C'est vraiment un OL qui me plaît beaucoup et qui me rend extrêmement fier. Je peux vous dire que le matin, quand je vais au boulot, je dis à tous mes collègues, moi, mon club, c'est l'OL et mon équipe, en ce moment, elle fait un boulot qui me rend extrêmement fier. Voilà, ça, c'est le préambule de la vidéo. Donc, on fera un petit retour sur le match d'hier, version rapide. J'aurais dû faire un débrief hier soir, mais la vie de papa de 2 jeunes enfants fait que parfois, je n'ai pas le temps, malheureusement. Donc, on va en faire un petit retour, rapide, condensé sur l'essentiel du match, ce que j'ai aimé, ce que j'ai aussi évidemment moins aimé. C'était pas un match parfait, mais un match néanmoins intéressant. Et on fera surtout, les gars, une parenthèse sur le classement qui est, je trouve, vraiment intéressant et qui nous laisse envisager une perspective pour le coup assez réjouissante. J'en parlerai là encore après. Et enfin, on finira la vidéo sur un thème plutôt mercato, car le mercato ferme ses portes d'ici quelques heures et l'OL reste actif. On a le dossier Yaremchuk, Roman Yaremchuk, l'Ukrainien, le numéro 9 tant espéré par Fonseca qui devrait signer d'ici quelques heures, j'imagine. Et on a aussi quelques dossiers annexes, parmi lesquels le Parisien, le jeune Titi, Noah Camara, le défenseur central en catégorie jeune du PSG. On a aussi le dossier assez, pour le coup, intriguant autour de Ruben Kluivert, puisqu'on a eu une rumeur ce matin qui a été reprise par Foot Mercato et d'autres médias, notamment côté Portugal, qui disent que le joueur susciterait l'intérêt de Crystal Palace. Alors, pour être franc avec vous, j'ai fait un truc tout simple, comme toujours. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des copains de la presse qui m'ont dit, Mika, en un mot, bullshit. Donc on verra bien de quoi il s'agit après, mais voilà, est-ce qu'il partira pas? C'est toujours pareil, si Crystal Palace vient et met sur la table, comme il semblerait être le cas, 30 millions, j'imagine vraiment très mal l'OL refuser et résister très longtemps. Le foot reste avant tout, pour nous, économique. Si un club vient et met la maille sur la table, le joueur partira et on se serrera la main en bons amis, ça me paraît juste une évidence. Tout ça, les gars, on va en reparler ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce qui fait très plaisir. Si les vidéos récentes cartonnent, c'est grâce à vous, vos pouces, vos commentaires, abonnements, boost. Donc, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à continuer, ça me fera extrêmement plaisir. Je compte sur vous, les amis. Merci d'avance à toutes et à tous. C'est parti pour un débrief rapide sur le match entre l'OL et le LOSC de Bruno Genesio. Alors, ce match, les amis, sans faire de trop de détails, on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce que l'on peut dire? On a vu déjà 2 équipes qui étaient, je pense, c'est sûr, qui étaient amoindries par les blessures. Côté Lille, avec pas mal d'absents aussi, je crois quasiment 10 de mémoire. Igaman, Mbappé, Meunier,
Bref, beaucoup d'éléments importants pour Bruno Genesio. Et côté OL, pareil, quoi, une équipe qui était largement diminuée, avec pas mal d'absences de renom, parmi lesquels Tagliafico, Morton, Tolisso, Nuama, Fofana, j'en oublie sûrement aussi. Et en plus, dans le 11 type qu'a mis en place hier Fonseca, 2 joueurs qui étaient, ça paraît normal en méforme, pour 2 raisons différentes. Pavel Schulz, qui revenait d'un syndrome grippal, je crois, si je me trompe pas. Et puis, on a aussi Abner, qui a été... alors pour le coup, qui a fait un match difficile, mais le coach l'a expliqué, il n'a quasiment pas dormi de la nuit précédente parce qu'il a été papa. Et évidemment, j'en profite pour féliciter et Abner et sa femme pour ce bel événement, cet heureux événement. L'arrivée d'un enfant, je peux vous le dire les gones, ça change toute une vie, ça vous met des cernes, ça vous transmet des cernes puissance 10, ça fatigue pas mal, mais c'est sacrément beau. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'avoir des enfants à la maison. Bref, parenthèse papa refermée, passons au débrief du match, donc la compo de l'OL. Alors c'est toujours pareil, c'est une compo qui est théorique, c'est le 4-4-2 losange qu'on évoque depuis quelques semaines en vidéo, même si au cours du match, les amis, honnêtement, le 4-4-2 losange, pour moi en tout cas, il n'existe pas vraiment, quoi. Il y a un OL en 2 temps, comme souvent je le dis, un OL qui n'a pas le ballon, un OL qui a le ballon, un OL en bloc bas, médian, haut, et selon ce que l'on fait, ça change beaucoup. Et hier, comme la configuration du match fait qu'on a été très très peu pourvu en ballon, et que l'on a souvent été privé de ballon par Lille, on a plutôt vu un OL en 3-5-2, avec une animation donc à 3 centraux, axe gauche Kluivert, axe centre Nakate, axe droit Mata, 2 joueurs pistons, mais clairement, quand on prend les images, les clichés du match, on voit ça. On a Maitland-Niles qui était sur le côté droit, parfois aussi dans le cœur du jeu. À gauche, Moreira qui a fait un match de fou, de chien de la casse, quoi. Franchement, le match de Moreira, en termes d'énergie, d'intensité, de discipline, de courage, c'est du niveau XXL. Mais moi, il m'a choqué parce que le gamin, du haut de ses 20 piges, je crois, il est devant, il est derrière, il attaque, il défend, il se replie, il percute pendant 1h30. Et même quand on croit qu'il est cuit dur comme un œuf dur, il a toujours le petit truc en plus pour revenir, faire l'effort, percuter, c'est bluffant. Afonso Moreira, c'est un Nokia 3310. Le gars, tu crois qu'il est épuisé, mais non, en fait, jamais. Il n'est jamais mort, il est increvable. C'est un 3310, c'est incroyable. C'est encore un match bluffant de sa part d'un point de vue physique. Vraiment, il donne tout, il triche pas. Quel joueur qu'on a pu dégoter au Sporting. Je pense que du côté du Sporting Lisbonne, à mon avis, ils s'en mordent les doigts plus qu'il ne le faut. Donc, la compo de l'OL, l'animation, voilà, ça c'est un point super important. Je dirais plutôt un 3-5-2, avec dans le cœur du jeu ce carré, encore et encore comme toujours, avec un Pavel Schulz qui, en théorie, là encore, je dis bien en théorie, doit être faux numéro 9, mais qui dézone beaucoup, qui décroche beaucoup. Et il y a plein de séquences que j'ai pris en screen au cours du match, où on le voit, il est tellement reculé qu'il fait en fait le sommet, la pointe haute du losange avec pointe basse Tessman. À ses côtés 2 relayeurs, en l'occurrence on est Veillard Narté qui fait un bon match, côté gauche Abner qui lui fait un match moins convaincant, et en pointe haute Pavel Schulz. Et après, selon ce que faisait Hendrik, soit on avait un 3-5-2 fixe, soit on avait plutôt un 3-4-2-1 avec Hendrik décalé à droite. D'ailleurs, Hendrik, il y a un petit sujet à faire sur lui. Le match qu'il fait hier, c'est pas un mauvais match, mais je trouve que dans les déplacements, dans l'harmonie de l'équipe, c'est un match globalement moyen. Il y a plein de séquences où je trouve que ces déplacements n'ont pas été à propos, pas dans le sens du jeu, et ça a aussi en partie pénalisé un petit peu l'OL d'un point de vue collectif. Alors maintenant, résumons le match assez rapidement. Qu'est-ce que l'on peut dire ? On a vu en fait les Gones un match, si je prends du début à la fin du match, on a vu une prestation qui est, je dirais pour l'OL, globalement moyenne. Lille a quasiment tout bien fait de A jusque MN, et le reste moins bien. Lille a fait tout bien dans son camp, le tiers numéro 1, dans le cœur du jeu, tiers numéro 2, possession voilà, qui était assez tranquille, Benjamin André, Félix Correa, à droite, à gauche, on joue, on décale, très bien. Pas de souci, avec un Perrault qui jouait assez haut, qui s'est créé une belle occasion en tout début de match, mais le LOSC, dans l'ultime tiers du terrain, le tiers numéro 3,
a été, je trouve, assez insuffisant parce qu'il leur manquait en fait un profil qui, techniquement, pouvait faire dans les petits espaces quand le temps et l'espace se réduisent de vraies différences. Ils n'ont pas ce profil-là hier. C'était a priori le rôle qu'aurait dû occuper Haraldsson. Le match allé, je me rappelle très bien, au stade Pierre-Mauroy. Depuis les tribunes, j'avais écrit sur Twitter que Haraldsson était vraiment le joueur clé du LOSC qui créait quasiment toutes les différences. C'est lui qui se décalait un peu à gauche, un petit peu à droite, qui reculait et qui initiait quasiment, je dirais, 4 occasions sur 5 pour Lille. On était fin août, début septembre. Entre-temps, il y a eu ce match de Coupe de France où l'OL a vraiment bien corrigé le tir, où il a été carrément cadenassé, Haraldsson. Et ce coup-ci, je trouve que encore une fois, l'influence de l'Islandais a été vraiment très très minime. Alors oui, il est présent, c'est un bon joueur, un beau joueur de foot, mais globalement, dans le tiers numéro 3 de l'OL, on a vu un LOSC trop peu dangereux. Alors, il y a eu quelques situations, je crois qu'au total, ils font de mémoire 11 tirs. Alors ça paraît beaucoup, 11 tirs, mais si on prend le détail des 11 tirs, les amis, les stats disent beaucoup, puisqu'en fait, sur l'ensemble du match, Lille, c'est 0,53 XG, l'OL, 0,54. Ils ont fait 11 tirs, 0 grosse occasion. En fait, leur seule vraie situation, et pas occasion, c'est très différent, c'est quoi ? C'est l'occasion de Perrault, qui oui, pour le coup, est assez nette, c'est vrai. C'est quoi d'autre ? La frappe de Pardo, qui est du pointu un petit peu molle en fin de match. Combien de fois Greif a été vraiment mis en difficulté ? À mon sens, une fois, sur l'occasion de Perrault, mais c'est quasiment tout. Parce que pour le reste du match, oui, Lille a la possession. Ils sont à 58% sur tout le match. C'est beaucoup, surtout au Parc OL. Mais cette possession-là, au final, ma foi, elle est, je dirais, relativement stérile. D'ailleurs, le coach Genesio l'a dit en fin de match. Son équipe a eu la possession, c'est vrai, a eu une forme d'emprise technique sur le match. Ouais, ok, tout le monde le dira, aussi bien lyonnais que lillois. Mais concrètement, est-ce que vraiment on a été mis en difficulté ? Moi, je trouve pas. En fait, ce match-là, à mon sens, le vrai score du match, c'est 0-0. Voire un partout si Perrault met son but et Hendrick autant. Voilà, c'est match nul. Mais il se trouve que le match se goupille bien parce que l'OL a été clinique sur les quelques rares occasions qu'on a pu avoir. L'OL a fait mal. Ce que n'a pas su faire le LOSC, c'est la grande différence, je pense, du match. Alors justement, ce match, si on le divise en 3 périodes de 30 minutes, 3 tiers-temps, je dirais que le tiers-temps numéro 1, il est clairement pour le LOSC. D'un point de vue technique, possession, on était étouffés. Au début de match, j'ai dit à des copains sur Twitter en privé, on est étouffé, on est asphyxié. C'est vrai, parce que Lille avait un pressing de qualité, avec un très très bon Boady qui fait un match, moi, qui m'a beaucoup plu. Pressing de qualité, possession, Benjamin André qui dictait un petit peu le rythme du match, un peu plus reculé, Boady pour les ballons verticaux et de la projection. Lille a produit pendant une demi-heure un foot qui a étouffé et contraint l'OL. Mais l'OL a su piquer sur une action. Et ça, les amis, c'est vraiment, je trouve, tellement révélateur à 1000% de ce qu'il se passe pour nous. On est une équipe qui ne maîtrise pas tout le temps, c'est vrai. À part les grandes équipes qui ont ce pouvoir d'être bonnes, et encore que, c'est pas tout le temps le cas non plus, mais quasiment du début à la fin du match, nous, c'est pas le cas, et on a quelques petits moments de temps faible. C'est logique, on est l'OL, on n'est pas une équipe qui maîtrise tout de A à Z, mais à force de conviction, on parvient à renverser des montagnes. Et ce match d'hier le prouve bien encore, en fait. Parce que même si on souffre durant une demi-heure, même si Lille a la possession, boum, il y a un joueur qui va prendre le ballon et qui va se dire « Ok, on galère, je prends le ballon, je défonce tout. Je défonce Mukao, je défonce Thiago Santos, je pars au but, hop, centre, en retrait, frappe de Narté, but. » Un but qui montre vraiment toutes les qualités de cet OL-là. C'est une équipe qui est, de une, sérieuse, disciplinée, et une équipe qui a un truc en plus, quoi. Moi, cette année, les gars, je sens dans cette OL-là une mentalité, un fighting spirit qui dépasse tout ce que j'ai vu depuis 5-10 ans. Mais franchement, il y a un truc en plus. Il y a une qualité de mentale, psychologique qui est hors du commun. Quand ça va pas, quand on est moins bien, tu as tout le temps ce joueur qui prend le ballon et qui fait une diff, qui va aller au bout de l'intention, qui va percuter, faire mal. Ce que fait Kluivert hier, les gars, la percussion côté gauche, en plus à un poste où il n'est pas forcément le plus à l'aise, mauvais pied, à gauche comme ça, et il prend le ballon et il va forcer le destin. C'est vraiment une action, les amis, où on sent que c'est le moment de l'OL. C'est une saison où l'OL a un truc en plus. Je ne sais pas comment ça finira.
Est-ce qu'il y aura un titre en Coupe de France, Europa League ou Ligue 1? Soyons fous, j'en sais rien, mais je ne sais pas comment ça va se finir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'OL est dans un momentum global qui va dans notre sens. Le vent pousse pour nous, en fait. Il y a des matchs comme ça où c'est plus compliqué, où tu maîtrises moins, techniquement c'est moins bien, c'est l'un des moins bons matchs de l'OL d'un point de vue collectif, technique, offensif depuis, je pense, quasiment 2 mois, mais il y a un énorme mais. L'OL a ce petit supplément d'âme qui fait la différence, et donc le but vient ponctuer ça. À la mi-temps, 1-0 pour l'OL, ça paraît cher payé, c'est vrai, mais bon... Même en étant moins bon, avec plein d'absences, l'OL parvient à faire un match, une copie relativement sérieuse, pas funky c'est vrai, mais sérieuse, et l'OL tue Lille sur une action. C'est la morale de la mi-temps. Parce que oui, ne l'oublions pas, c'est un point sur lequel il faut vraiment insister, et là je dresse des louanges au coach, à El Mago Paulo Fonseca. Cet OL-là, même quand il manque Tagliafico, Morton, Tolisso, on parle quand même de joueurs qui sont prépondérants. Tagliafico, il a un rôle tactique et de leadership tellement important, lui qui est latéral gauche, numéro 6, projection, 3e central axe gauche. Tolisso, c'est le leader de l'équipe, c'est la tête de proue de l'OL. Pour moi, Tolisso, c'est le joueur qui incarne cet OL-là. Il est polyvalent, il est partout. C'est monsieur 3 en 1, il est numéro 6, il est 8, il est 10, il est 9, 8 de projection. Il est partout, Tolisso. Hier, tu joues sans lui, sans Morton, qui est le régista, le maestro. Et malgré ça, malgré les absences à l'appel, la cascade d'absence, les joueurs en méforme comme Schulz ou Abner, malgré tous ces paramètres négatifs, tu parviens à prendre 3 points. C'est juste bluffant, les amis. Franchement, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut juste s'incliner et dire bravo au coach, respect au staff, parce que ce qu'ils font, c'est de la magie. Là où moi, il me bluffe, le coach, c'est que à chaque fois qu'on a un pépin, carton rouge, suspension, blessure, maladie, peu importe, à chaque fois, le coach trouve une solution. En fait, c'est comme si, peu importe les aléas du direct, peu importe ce qu'il se passe, tranquille, il y a toujours une solution. Ça, les amis, c'est quand même la marque des coachs qui, tactiquement, sont à un niveau supérieur. Et lui, je pense que parmi tous les coachs qu'on a eu à l'OL, c'est l'un de ceux, si ce n'est celui qui, tactiquement, est le plus fort. Et même si la fin de match m'a mis littéralement sous assistance respiratoire, j'étais en PLS durant quasiment un quart d'heure, malgré tout, l'OL a tenu. Moi, ce qui me plaît, c'est ça, les amis. C'est le sentiment que on est comme un château fort inébranlable. Ça souffle, ça bouge, ça tangue. Le bambou plie, mais il ne rompt pas. Il y a un petit côté satisfaisant et on retrouve l'OL du début de saison. Ce match à Bollaert, j'y étais. Ce match à Pierre-Mauroy, j'y étais aussi. Un OL qui a souffert, c'est vrai, comme hier. Mais un OL qui gagne, qui prend 3 points. Et ça, franchement, ça rend extrêmement fier. Je le dis, je le redis encore, c'est la parenthèse de fin de mon débrief sur le match contre le LOSC. Cet OL-là me rend tellement fier, mais tellement fier. Moi, il y a un bout de temps, les gars, que je n'ai pas eu autant de fierté à parler de mon club, à vous débriefer les matchs, à commenter l'actualité, hormis Textor qui fait un peu chier. Mais franchement, ce qu'on fait sur un terrain de foot, ça rend fier parce que c'est une équipe qui ne triche pas, ça donne tout. Moi, je vois les sourires à la fin des matchs, la cohésion d'équipe, Narté qui met un but. Enfin, rendez-vous compte, les gars, on a 2 recrues, Hendrick, Narté. À peine elles arrivent, c'est comme si ça faisait 10 ans qu'elles étaient là. Tout se passe bien, ça plante, ça marque, ça fait des grands sourires, les accolades, les leaders du vestiaire, Tolisso, il a un rôle tellement important, Niakate, pareil, tous ces mecs-là sont des gars de très grande qualité humaine. Moi, sur le plan, plus que le plan foot, sur le plan humain, waouh, j'ai envie de les aimer, quoi. Et vous, c'est pareil, j'imagine. C'est vraiment une équipe de chouettes mecs, et quand tu as une direction qui bosse bien, un staff, un coach ultra compétent, une cellule sportive qui trouve des profils adaptés à ce que veut le coach. Et quand en plus de ça, les joueurs appliquent à la lettre avec rigueur, discipline et courage ce que le coach demande, bah forcément le dernier échelon, à savoir nous supporters, on ne peut que suivre, on ne peut qu'apprécier. Et moi franchement, je le dis encore et encore, je suis extrêmement fier de ce que fait l'OL, une équipe qui donne envie qu'on l'aime, quoi. Et moi je l'aime beaucoup, vraiment. Alors rapidement les amis, les tops et les flops du match. On commence par les flops. Alors je n'aime pas ce mot-là, c'est compliqué parce que le match d'hier, peut-on dire qu'il y a un flop? Il y a des déceptions. Voilà, on va dire déception, ça me paraît plus cohérent. Je dirais que malgré son match plein d'abnégation, de repli, de générosité, Pavel Schulz, d'un point de vue technique,
mais c'est aussi lié à la débauche d'efforts qu'il a fait au cours du match. D'un point de vue technique, c'est un match qui est compliqué pour Schulz. Des pertes de balles qui posent problème. Il a eu 2-3 ballons qu'il aurait dû, je pense, mieux négocier, notamment un en seconde mi-temps. On est en 2 contre 2 quasiment, je crois. Il a le ballon au niveau du rond central et je pense que s'il la met bien du gauche à Hendrick, il part au cage, action de but et peut-être break 2-0. Alors il rate le ballon, ça part un petit peu à droite. Voilà, c'est un match qui techniquement n'est pas très juste pour lui, ce qui fait que dans mon esprit, c'est un de ceux qui ont été en dessous d'un point de vue global. C'est pas non plus un flop, c'est une petite déception. Voilà, pour faire simple. J'aurais pu dire aussi, et je pense que c'est mon flop numéro 1, Hendrick. Alors ça paraît un petit peu dur, c'est pas un flop, c'est un match qui est correct, moyen, ça vaut 5 sur 10 je dirais, pas plus, mais son match me pose problème pour une raison. Non pas en termes de course, d'effort, non c'est pas ça. Techniquement, ok, c'est pas le match qu'il a le mieux réussi chez nous, c'est vrai, mais il faut dire aussi qu'il a été pris quasiment en tenaille durant tout le match, par de une, Perrault qui a fermé le jeu, par deuxièmement, un Boadi qui a fait un match dans le volume de course offensive et défensive de très grande qualité. Voilà, Hendrick hier, il a eu moins d'espace et moins de temps pour se projeter et faire mal à la percussion. Ça, ok. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le sentiment que dans ses courses, ses appels de balles, il a souvent été à contre-temps. En fait, il y a des bouts de match où je pense qu'il aurait dû être à droite et il était axial, et vice-versa, des séquences de jeu où il était à droite alors qu'il aurait dû appeler dans l'axe. Ce qui fait qu'on a eu quelques séquences où c'était un petit peu téléphoné, télescopé avec Narté, ils n'ont pas su en fait se trouver l'un et l'autre. Ce qui fait que moi, son rendu global, Hendrick, je trouve qu'il est moyen. Je dirais 5 sur 10 tout au plus, mais pas au-delà. Mes tops du match, il y en a 2 que je mets en évidence pour 2 motifs différents. Top numéro 1, Kluivert, qui a été d'une part défensivement assez irréprochable, il n'y a quasiment rien. Je pense pas, il n'y a rien d'ailleurs, il n'y a rien du tout à souligner. Et d'un point de vue plutôt offensif, il a eu cette intuition, cette initiative, ce dépassement de fonction qui fait la différence. En fait, il s'est dit, voilà, on est bloqué, on n'arrive pas à être bon dans la possession, on n'est pas dangereux, il faut faire un truc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le ballon et il a défoncé la porte. Il a défoncé la porte Mukao, la porte Thiago Santos, il déborde, il percute, centre du gauche qui arrive pile poil dans les pieds de Narté, plat du pied, but. Kluivert, c'est l'élément qui a été le game changer hier. C'est lui qui a changé l'histoire du match. Je pense que ce match-là était promis à un 0-0 ou à un partout. C'est Kluivert qui a pris le ballon et qui a décidé d'inverser l'histoire du match. Donc pour moi, c'est le top. Et mon vrai top du match d'un point de vue technique, Narté. Alors là, pour le coup, les amis, Narté, je vous réserve d'ici peu, je sais pas encore quand, je verrai bien. Entre mes enfants et le boulot, c'est compliqué à gérer. Mais j'en parlerai d'ici peu précisément en vidéo. Lui, il y a Yaremchuk aussi. Mais le match que fait Narté hier, c'est un match qui est vraiment intéressant. On parle d'un jeune joueur, qui débarque chez nous, il ne connaît pas la Ligue 1, il ne connaît pas l'effectif, il a à peine une semaine chez nous, dans mon souvenir. Et malgré ça, il te pond une prestation de qualité supérieure. Techniquement, propre, très propre. Peu de pertes de ballon, quasiment pas dans mon souvenir. Sous pression, dans les petits espaces, très très bon. Voilà, crochet, feinte, accélération, double contact, très à l'aise. On sent qu'il est vraiment fluide, balle au pied. Il est copain avec le ballon. Narté, ça c'est un point qui est très important aussi. Le seul petit axe de progression où on peut un petit peu chipoter, je pense qu'il doit encore, mais c'est normal, monter le curseur intensité et puissance physique. S'il parvient à monter ce curseur intensité, puissance, résistance au duel, notamment défensif, les amis, on aura affaire à un sacré profil, et je peux vous le dire que Mathieu Louis-Jean, depuis quelques temps, il nous fait sacrément bien manger quand même. Lui et la cellule sportive, il nous trouve des profils qui matchent exactement avec ce que Fonseca demande. Voilà pour les tops et les flops du match. Maintenant, au classement, qu'est-ce que l'on peut dire ? Point très important, les amis, au classement. Je vous le mets à l'écran. Hop, on a ceci. L'OL est quatrième. L'OL est quatrième ex aequo avec l'ogre marseillais. 39 points tous les deux. À la différence de but, plus 13 pour nous et plus 24 pour l'OM. Lens, 46 points et le PSG, 48 points. Donc, les amis, il faut être pragmatique. La Ligue 1, en tout cas en Ligue 1, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, le top 4 dans une Ligue 1 à 18, il s'obtient avec à peu près 59, 60, 61 points. Pas beaucoup plus. Si on est pragmatique,
Il manquerait donc au bas mot 20 points, 21 points, 22 points grand maximum pour espérer finir top 4. 21 points, ça fait quoi ? Il nous reste 14 matchs à jouer, ça fait 7 victoires. Donc, les amis, moi je marche comme ça. Je suis quelqu'un de très très terre à terre qui aime bien avoir des éléments concrets, factuels. Sur les 14 matchs qu'il reste à jouer, parmi lesquels Rennes, Toulouse et d'autres que j'oublie, si l'OL parvient à accrocher 7 victoires en 14 matchs, soit un rythme de 1,5 points par match, au final un rythme d'équipe qualifiée en Europa League, l'OL sera top 4. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et l'OL, surtout, ça c'est très important aussi, à l'heure où on se parle, l'OL compte 7 points d'avance sur Lille, 8 points d'avance sur Rennes et 9 points d'avance sur Strasbourg. Ce qui veut dire que concrètement hier, non seulement l'OL a recollé au trio de tête, mais surtout l'OL s'est octroyé 2 jokers. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand tu as 7 points d'avance sur Lille, bah en fait tu as 2 jokers, 2 matchs que tu peux perdre, j'ai pas dit qu'il fallait les perdre, mais que tu peux perdre sans pour autant te faire dépasser. C'est comme ça aussi qu'il faut le comprendre, c'est la morale du match d'hier. L'OL fait un très gros coup, l'OL fait un pas énorme vers le top 4 en Ligue 1, et l'OL met à distance Lille, Rennes, Strasbourg. C'est très important, et c'est encourageant pour la suite de la saison évidemment. Alors pour commencer, on a l'information de Fabrice Hawkins, le faucon comme on l'appelle sur RMC, qui dit que l'OL et le PSG ont conclu enfin un accord de prêt avec option d'achat obligatoire pour le jeune Noam Camara, qui est un central, très jeune, je crois qu'il a à peine 18 ans, 19 ans, c'est très très jeune, un profil intéressant. Alors Noam Camara, les amis, je sais qu'il n'est pas connu du grand public, c'est sûr. Ce que je peux vous dire malgré tout, pour avoir pris quelques informations auprès de gens qui l'ont suivi chez les catégories jeunes, notamment côté PSG, c'est un central qui n'a pas un gros physique, pas très très puissant, il est assez frêle pour l'instant, il faut encore le développer d'un point de vue physique, mais c'est un profil de central qui est très bon relanceur. Moi j'ai vu quelques extraits de lui en catégorie jeune du PSG, ou ballon au pied, franchement lui aussi, il est copain avec le ballon. Le jeu long, transversal tendu, rasante, c'est l'un de ses gros points forts. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout étonné que l'OL et que Fonseca s'intéresse à lui, ça me paraît logique. C'est un profil de central typiquement entre guillemets moderne, je n'aime pas le terme mais c'est un petit peu l'idée ici, central qui aime bien prendre le ballon, être le premier relanceur. Et il le fait très très bien, il a une qualité de jeu au pied qui est supérieure, et à ce titre-là, je pense qu'il peut être un élément sur lequel comptera l'OL dans les prochaines saisons. Maintenant, d'un point de vue physique, il faudra évidemment qu'il progresse, il est encore assez jeune et frêle, ça paraît normal, mais le profil de central comme ça, technique et bon avec ballon, c'est exactement ce que le coach aime bien. Donc ça me paraît cohérent. On verra si c'est conclu d'ici la fin du mercato de l'OL, mais c'est une piste qui me paraît vraiment assez intéressante. Le dossier suivant, les amis, c'est celui du numéro 9, l'Ukrainien, qui va donc signer à l'OL. Il était hier au stade en tribune, un certain Roman Yaremchuk. C'est l'équipe et Hugo Guillemets qui l'annonce. Le joueur va débarquer à l'OL pour un contrat donc qu'on ne connaît pas encore, mais il va arriver en prêt et l'OL aura une option d'achat non obligatoire d'environ 4 millions d'euros. Tu prends un numéro 9 à moindre coût. Si ça marche chez nous, tu le prends définitivement. Si ça ne marche pas, bah tant pis, on se serrera la main et puis à bientôt, peut-être. Voilà, ça me paraît vraiment intelligent, c'est bien mené, c'est un deal qui est cohérent d'un point de vue financier. D'un point de vue foot, pour moi, tout pareil. Roman Yaremchuk, c'est un profil de numéro 9 que je connais bien. Je vous dirai pourquoi après les Gones et que j'aime bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis maintenant quelques années, je suis beaucoup la Jupiler Pro League. Et il y a 6 ans, j'ai eu une petite lubie en fait. J'ai créé un petit calepin, un petit carnet. Et au fil des matchs que je vois en Jupiler Pro League, en Ligue 1, Ligue 2, Serie A ou autre, je mets les noms de joueurs que j'aime bien. Et il se trouve que pour Yaremchuk, j'ai retrouvé un tweet de 2021 dans lequel j'écrivais que j'étais fan du profil et que je le voulais à l'OL. Donc forcément, quand son nom est apparu pour nous, je me suis dit, bon bah c'est bien, c'est intéressant, c'est cohérent. C'est un profil donc que j'aime bien parce qu'il est complet. Moi à l'époque, quand il a percé à la Gantoise, avec quoi je crois quasiment 4 ans, 5 ans à la Gantoise, bref, c'est pas important. À l'époque, quand je le voyais jouer, je me disais, mais waouh, il est tellement complet quoi. Il est puissant, il est grand, il est bon de la tête, il a une frappe de balle de qualité, du droit,
Il peut aussi conclure du gauche. Je vous fais un aveu les amis, je vais tout vous dire. À l'époque, quand je découvre à la télévision, à la Gantoise, Yaremchuk, je me dis, de une, profil super intéressant. Et deuxièmement, il avait un petit truc qui me rappelait un certain Andrei Shevchenko. Alors oui, il y a un effet ukrainien qui aide à la comparaison, c'est évident, mais je sais pas, dans sa faculté à être bon du droit, du gauche, bon finisseur, belle présence physique, bon de la tête, et surtout jeune et performant, il y avait un petit côté vraiment Shevchenko. Alors avec le temps, malheureusement, il n'a pas confirmé mon feeling, c'est comme ça, c'est le foot qui fait que tu peux être un bon profil et pour autant te perdre par la suite avec différents paramètres, des blessures, il n'a pas confirmé, c'est le foot qui veut ça, c'est comme ça. Mais néanmoins, profil vraiment intéressant. Et à l'époque, j'étais intimement convaincu, je vous jure que c'est vrai les amis, qu'il allait finir à Benfica, à la Roma, à Séville, à Tottenham. Pour moi, il avait un profil de numéro 9 d'un club top 30 européen. Alors malheureusement, c'est le foot qui veut ça. Il n'a pas confirmé comme je vous l'ai dit, il s'est un peu perdu au fil des blessures et des contre-performances, mais malgré tout, même à 30 piges, pour moi, il a un profil qui est extrêmement intéressant. Il est complet, c'est un joueur qui a des qualités d'eau au jeu, de puissance, des appels de balles. Il est assez incisif, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a le ballon, hop, pas de calcul, je frappe. Prenez ces différentes séquences highlights, c'est quasiment tout le temps ça. J'ai le ballon, dans la foulée, frappe. C'est un numéro 9 d'instinct, un numéro 9 qui joue, oui, vraiment à l'instinct, qui tente les coups parce qu'il les sent venir. Donc ça, j'aime bien, c'est intéressant. Et je pense qu'avec l'OL de Fonseca, il va apporter une plus-value dans le registre technique. On n'a pas un profil comme ça dans l'effectif qui est bon dos au jeu, qui pèse dans la surface, qui met des têtes, on n'a pas ça. Donc il en fallait un. Et je pense que pour les matchs où l'OL jouera en bloc très haut, où on va dominer, on aura besoin d'un profil comme lui qui va être plus dans le poids offensif, le rapport de force, le duel physique. Je pense qu'il sera très important. Alors, je ne dis pas qu'il va être un top scoreur avec 15 buts en une demi-saison, mais s'il nous plante 5-6 buts en Ligue 1 et en Europa League. Et si en plus de ça, dans les matchs où c'est plus compliqué, il y a moins d'espace, on joue un bloc en 5-4-1 assez reculé, s'il apporte ce côté physique, présence dans la surface de réparation adverse, ma foi, ce sera un deal vraiment intéressant. Et pour finir les amis, on a un troisième sujet mercato qui tombe donc là ce matin, à savoir que selon Foot Mercato, l'OL pourrait vendre un certain Ruben Kluivert à Crystal Palace sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 30 millions d'euros. Alors les amis, je ne sais pas comment me prononcer. Pour moi, c'est du bullshit. Je le dis clairement, c'est n'importe quoi, mais il y a un petit mais quand même qu'il faut expliquer ensemble. Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit des SMS et j'ai passé quelques coups de fil. Et à chaque fois, on m'a dit « Mika, c'est du bullshit ». Ça ne correspond à rien en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien et l'OL ne vendra pas le joueur. C'est ce qu'on m'a dit mot pour mot. Alors les gones, honnêtement, moi je n'arrive pas trop à me prononcer. Je reste pragmatique. Je me dis qu'à l'instant T, sportivement, on a un profil qui, Kluivert, sous Fonseca, progresse à vitesse grand V. Et il a un rôle très spécifique. Fonseca veut des centraux qui sont forts dans leur dos pour récupérer les ballons et jouer en bloc assez haut. Lui, il coche toutes les cases dans ce registre-là. Donc sportivement, ce serait une perte. Évidemment, il est en pleine ascension, ce serait un peu dommage. Maintenant, d'un point de vue économique, on l'a acheté 4 millions. Si demain on me dit que Palace vient et met sur la table 30 patates, à mon avis, c'est vite vu. C'est vite vu, on va se serrer la main Ruben, à bientôt, bonne continuation en Angleterre. Et je pense que le joueur fera peut-être x3, x4 sur le salaire, il jouera en PL, il sera extrêmement content, lui qui a encore 6 mois de ça, jouait au Portugal, à Casa Pia. Il faut aussi qu'on ait ça en tête, nous on raisonne comme des supporters, les dirigeants raisonnent en termes de gestionnaire, et le joueur, lui, il pense avant tout à sa carrière, sa trajectoire. Il peut aimer l'OL, il peut être très bien à l'OL. Si demain Palace vient et dit Ruben, on te file non pas 50K mensuels, mais peut-être 200-300K mensuels, croyez-moi, il va y aller en galopant.
à vitesse grand V. Et c'est normal, c'est logique, c'est l'ambition d'une carrière. Tu veux gagner le plus d'argent possible. Et l'APL, c'est le Graal pour tous les footballeurs du monde. Donc ça paraîtrait logique. Moi, je pense, les Gones, que c'est une partie de poker menteur. Voilà, je pense qu'à l'instant T, il n'y a pas toutes les conditions qui sont réunies pour que le deal se fasse. Mais si Palace arrive, pose 35 patates, 35 plus 5 de bonus, croyez-moi, je vous le dis à 100%, il prendra l'Eurostar direction Londres. C'est sûr et certain. Donc on verra bien. Sportivement, ce serait une perte évidemment, même si peut-être que le deal avec Noam Camara est lié au deal Kluivert, là encore je ne sais pas, on verra bien aussi. D'un point de vue économique, ça peut être cohérent si l'offre tombe. Le foot, ça reste tout le temps une question de marché, sur lequel il y a une offre de joueurs, une demande de joueurs. Quand la demande de joueurs est forte et que l'offre s'y retrouve, quand les deux matchent bien ensemble, on aboutit à un transfert. Un transfert, c'est toujours tripartite, le club vendeur, l'acheteur et le joueur. Si les trois sont réunis, ma foi, il y aura un deal, c'est comme ça, c'est vieux comme le foot. Voilà en gros les Gones, tout ce que je voulais vous dire. Vidéo assez conséquente, gros format, débrief du match, top, flop, Narté, Yaremchou, Camara et donc Ruben Kluivert, en espérant que ça vous ait plu les amis. Si tel était le cas, pensez au petit pouce, abonnez-vous, commentez, bref, boostez la vidéo et on se retrouve très vite pour parler de l'Olympique lyonnais. Ciao ciao les Gones, allez l'OL plus que jamais. Salut à tous.